Salut, je m'appelle Phil, aujourd'hui on va parler des Vengeurs de la Côte Ouest. Encore. Et non, le cauchemar n'est pas fini. On va s'attaquer aux épisodes parus à partir du Titan 131 aux éditions Sémiques en décembre 1989. Et cette fois-ci, c'est le grand John Byrne qui a repris les rênes. Et qui est John Byrne? Eh ben, tu vas voir sur Wikipédia. Bon, ok, je vais vous dire qui est John Byrne. Ça fera intelligent. John Byrne est né le 28 juin 1964 à Pittsburgh dans l'Ohio. Issu d'une famille modeste, le petit John est destiné à travailler dans les mines de charbon du Kansas dans l'Oregon. Malheureusement, un accident de voiture le 16 avril 1953 lui fera perdre l'usage de ses jambes. John Byrne comprend alors que la vie est courte et décide de se lancer dans sa passion, le dessin. Encouragé par sa femme qui décédera le 15 août de l'année précédente, mangé par une meute de dauphins enragés lors de la visite d'un aquarium géant, John Byrne rencontre alors Stan Lee qui le fait rentrer au McDo, à Carrefour, puis chez Marvel où il apprendra avec les plus grands. Par la suite, John Byrne travaillera sur la série des X-Men et participera alors au plus grand run, au pluriel, des mutants de l'écurie Marvel. Et ça me fait plaisir de voir là, parce que, soyons honnêtes, les 40 premiers épisodes des Vengeurs de la Côte Ouest, ça faisait quand même très gamin. Là, on a un mec qui gère. Le premier épisode s'intitule... Oh mais quelle andouille! Le premier épisode s'intitule « Un androïde a disparu ». Bon, ça peut pas être Vision, ça serait stupide, sinon ça s'appellerait « Vision a disparu ». Elle est Wanda, la sorcière rouge. Et tout de suite, un nom s'impose à son cerveau encore engourdi. Vision? Ok, Vision a disparu, donc c'est pas aujourd'hui qu'ils vont aider quelqu'un. Oui, car c'est une habitude chez ces Vengeurs de ne pas s'occuper des civils. Autant se disputer entre nous, ou pire, filer un coup de main à un méchant. Faut voir les épisodes précédents, sinon vous pouvez pas comprendre la blague, et pourtant elle est hilarante. Bref, Ultron attaque les Vengeurs pour la 3e ou 4e fois en 40 épisodes. Bon, après Lucky Luke il se fait attaquer un album sur 2 par les Dalton et on dit rien alors... Mais c'est un faux Ultron qui est là pour faire diversion, pour foutre un virus dans les ordinateurs du monde entier, afin d'effacer toutes les données concernant Vision. Sauf que, quand Wanda cherchait Vision au début d'épisode, elle est allée voir Hank Pym, l'homme fourmi... Respect, je veux pas de problème, hein. Qui lui a dit qu'il y avait un truc qui clochait dans les ordinateurs. Donc, le virus était là avant l'attaque d'Ultron? On en est qu'à la 7ème page et ça part déjà en cacahuète les mecs. Ah bah au moins on peut dire que John Byrne respecte les codes de la série en proposant un scénario what the fuck. Et là, coup de théâtre. Oiseau moqueur, qui s'était fait virer des Vengeurs de la Côte Ouest quelques jours avant, arrive et avoue qu'elle a participé à l'enlèvement de Vision. Ah ouais, Byrne respecte vraiment tous les codes. Les coups de théâtre en fin d'épisode, en général foireux, étaient déjà une habitude dans les numéros précédents. Ça allait même très loin. Une fois, je vous en ai pas parlé, j'ai fait la passe, hein, sinon les rétro-comics ils dureraient 3 heures. L'épisode se finit par le quinjet des Vengeurs qui devient hors de contrôle. Et en fait, c'est juste Œil de Faucon qui a fait un mauvais mouvement lors du pilotage. Mais non, on fait pas ça, on n'a pas le droit. En fait, sans le savoir, à l'insu de son plein gré, Oiseau Moqueur a aidé à l'enlèvement de la Vision. Les Vengeurs de la Côte Ouest se rendent à l'endroit indiqué par Oiseau Moqueur et retrouvent Vision. Tout est bien qui finit bien donc. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous... Bon, ok, je vais vous raconter la suite. Les Vengeurs de la Côte Ouest ont retrouvé Vision certes, mais il est en version Ikea. Alors au début on pense que c'est le KGB qui a fait le coup, puis les Anglais, puis les Canadiens, mais what? Et le scénariste John Byrne au bout d'un moment il en a marre, il dit que c'est tout le monde, voilà. C'est plus simple, hein. C'est les Camerounais, c'est les Belges, c'est tout le monde sauf, vous savez qui, je veux pas d'ennui, ok? Puis un Captain America arrive, je dis un Captain America parce que c'est pas Steve Rogers, hein. C'est... Oui, pendant des années j'ai dit Steve Rogers. On va pas parler de ce Captain parce que c'est juste un prétexte pour qu'Œil de Faucon se casse. Ouais, c'est moi le chef, hein. J'ai 30 ans mais je me comporte comme un gamin, ouais. Quand je lis ça, des fois j'ai l'impression d'être sur Twitter. De son côté, Pym reconstruit Vision, mais il n'a aucune émotion. C'est triste, mais une grande carrière de CRS reste possible. Rajoutez à ça que Pym découvre que Vision n'a pas été construit à partir du corps du robot de la torche des années 40, et là on part dans n'importe quoi. Enfin, pourquoi modifier les origines de Vision? Il a été construit par Ultron à partir du corps de la torche avec les émotions de Wonder Man, enfin La sorcière rouge décide d'aller voir Absalom College of Robotics. Yeah, fuck America. Des méchants en fait qui se servent de l'état de Vision, alors ne me demandez pas comment ils sont au courant, pour attirer la sorcière rouge dans un piège. Ils la plongent dans un produit qui la transforme en méchante. Alors le fameux produit, ça pourrait être un machin fabriqué par des savants fous, ou un truc magique. J'aime pas ça la magie, hein, mais ça me va très bien, je suis pas compliqué. Mais non, c'est les Vengeurs de la Côte Ouest. C'est forcément un level au-dessus. Là, ça envoie du lourd, hein, ça envoie du pâté. Je sais même pas comment vous l'expliquer. J'imagine même pas les réunions des éditeurs à l'époque.
Monsieur Byrne, vous avez fini le dernier épisode des Vengeurs de la Côte Ouest, je crois? Oui, d'ailleurs, j'ai emmené les pages avec moi, si vous voulez. Enfin, voilà. Super. Quel est ce produit qui a rendu la sorcière rouge méchante, et comment vous allez la sortir de là? En fait, il faut revenir à l'époque de la création de la Terre, c'est-à-dire il y a quelques millions d'années, et dans l'eau, il y a des... Et t'oublies pas, il y a rendez-vous avec le comptable tout à l'heure. Ok, Et après, les j'arrive. dinosaures sont possédés pendant 200 millions d'années, et après, il y a une petite souris qui vient. Non, mais non, Et, attendez, la petite qu'est-ce que souris, les dinosaures... Hey, salut, patron. Salut, Amy. Et donc à ce moment-là, il y a les Vengeurs des Grands Lacs qui interviennent pour délivrer les Vengeurs. de Les la Vengeurs des Et quoi? ensuite, après, tout simplement, ils cassent une vitre et tout le monde est guéri. Sécurité. Byrne a été payé avec des remorques de cocaïne. C'est pas possible. Tu peux pas partir dans des délires comme ça en étant totalement sobre. C'est pas humainement concevable. Pendant ce temps, chez John Byrne... quel est ce produit qui va rendre la sorcière rouge méchante? Marijuana, cocaïna, heroïna, Hé! Maintenant que je les ai mentionnés, les abonnés vont vouloir savoir qui c'est les Vengeurs des Grands Lacs, et j'ai pas envie d'en parler. T'aurais pas un plan? J'ai ce qu'il te faut. Cool! Bon, par contre, c'est un plan de Vichy, je sais pas si ça peut t'aider. Bon, ok, je vais vous parler des Vengeurs des Grands Lacs. Bon, les Vengeurs des Grands Lacs, c'est l'équipe dont Œil de Faucon s'occupe désormais. Ces types, c'est du niveau de Squirrel Girl. Vraiment, mais il y en a pas un pour rattraper l'autre. Je pourrais vous expliquer qui sont les Vengeurs des Grands Lacs, mais on a passé la barre des 4000 abonnés il y a pas longtemps, donc j'aimerais pas redescendre en dessous. Encore? Ok. Bon, on va faire les membres de l'équipe du moins pitoyable au plus pitoyable. Il y a Monsieur Immortel, qui est immortel, comme c'est original, Dorman, l'homme porte, Flatman, l'homme plat. Attendez, j'ai pris la liste à l'envers ou quoi? Big Bertha. Elle est un peu grasse, juste assez, oui mais pas trop. Juste un petit surplus de peau qui fait que tu te sens comme sur un bateau. T'as pigé la référence? Moi j'ai compris la référence. Il y a enfin Dinosaur. Non, sérieux. Elle vole. Et elle a un sifflet pour prévenir quand elle est en danger ou capturée. Le fameux sifflet dont se servent les super-héros quand ils sont en danger ou capturés, évidemment. Je pensais pas dire ça un jour, mais les Vengeurs de la Côte Ouest sont plus intéressants que ces Gugus. D'ailleurs, il se passe quoi en ce moment chez nos Vengeurs? Une civile se présente chez les Vengeurs. Non, hein? Quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai changé de dimension! Hein? Non, en fait, c'est la femme de Taureau, le sidekick de la Torche des années 40. Comme par hasard, au moment où 2 épisodes plus tôt, on se posait la question si Vision avait été construit à partir du corps de la Torche. Mais bref, je vais pas rentrer dans les détails, en fait, c'est juste un prétexte pour que les Vengeurs aillent ouvrir la tombe de la Torche. Sans autorisation, bien sûr, évidemment. C'était fou, toi. Et faire revenir la Torche des années 40 pour lui proposer de faire partie des Vengeurs. Ce sera un honneur pour moi. Merci à tous. Tu sais pas dans quoi tu mets les pieds, mec. J'ai une poussière dans l'œil. Et même un androïde peut pleurer. Ok, la guêpe, on avait pigé la référence à la première apparition de Vision, c'était pas la peine de nous expliquer. Quand soudain, coup de théâtre de l'épisode. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, je suis en feu, je suis en feu. Le monde ne sera plus jamais pareil. Iron Man revient. Quoi? Ouais, je vous assure, le coup de théâtre final, c'est juste le retour d'Iron Man. Ça ne sert à rien, mais ça permet de partir sur complètement autre chose. Et confirmation donc que John Byrne reprend tous les codes de la série. Coup de théâtre foireux, perso secondaire mis en avant. À force de faire comme ses prédécesseurs, vous allez voir que Byrne va finir par ramener l'ennemi principal des Vengeurs de la Côte Ouest, Master Pandemonium. Bon, j'arrête parce que ce gag est prévisible. Ça alors, Mais qui est Master Pandemonium? Eh ben, ça tombe bien que tu demandes parce que dans ce Titan 140 sorti en septembre 1990, pour resituer un peu où on se trouve, quoi, Byrne nous rappelle quelles sont les origines de Master Pandemonium. Suite à un accident de voiture à l'époque où il n'était qu'un humain comme moi, parce que vous, je sais pas, je vous connais pas, Master Pandemonium perd son bras droit. Ça m'embêterait quand même, hein. Le gauche je veux bien, hein, mais le droit je m'en sers pour me tourner les pages de mes comics. Mephisto, le diable de l'univers Marvel, une grosse puissance quand même, hein. C'est pas un petit démon. Mephisto donc arrive, comme à chaque fois qu'il y a un accident de voiture, certainement, enfin je suppose. Bon après il doit se déplacer que pour les trucs graves je pense, hein. Si t'éclates ton rétro sur un cycliste ou si t'as un éclat sur ton pare-brise,
Bon, il va pas venir, c'est le grand patron des enfers quand même, c'est pas Fred de Carglass. Au secours, aidez-moi, j'ai eu un accident de voiture. Bonjour, je suis Frédéric de Carglass. Quand vous avez un impact sur votre Qu'est-ce que vous pare-brise, racontez, pauvre crétin, il est en morceaux. Appelez une ambulance. une promo comme ça, faut pas la rater. Donc il prend l'âme de Master Pandemonium, la divise en 5, mon petit bras, et éparpille les morceaux, aïe, et éparpille les morceaux, on ne sait où. Alors comment ça marche, je ne sais pas. Est-ce que quand tu prends l'apéro, on voit les cacahuètes passer? Je sais pas. Mais on s'en fout, car il est venu kidnapper les enfants de Vision et la sorcière rouge. Oui, un robot et une humaine, ils ont eu des enfants, cherche pas, c'est magique. Et pour le coup, là c'est vraiment magique, hein. C'est la sorcière rouge qui avec ses pouvoirs, elle a fait ses enfants... Cherche pas. Arrête de poser les questions, c'est les Vengeurs de la Côte Ouest. Hein. Les Vengeurs se rendent au royaume de Pandemonium, ils se font attaquer par des arbres. Tout est normal, c'est les Vengeurs de la Côte Ouest, hein. Je dis ça pour les petits nouveaux qui arriveraient, qui se disent quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est normal. Et ils trouvent Master Pandemonium qui porte les enfants à bout de bras. Alors quand je dis à bout de bras, c'est pas il les porte à bout de bras et il leur raconte une berceuse. Non, non, c'est littéralement à bout de bras. Oh mon dieu, mais c'est mon rêve. Alors en fait, les enfants de Wanda sont des parties de l'âme de Pandemonium. C'est pour ça qu'il a des bouts de trous rebouchés dans son bide. Mais il n'y avait aucun indice pour le savoir. Comment il a deviné? J'ai kidnappé les fils de Vision et Wanda pour que leurs jeunes âmes complètent la mienne. Et je découvre qu'ils en sont réellement les morceaux manquants. Ok, donc c'est du pur hasard, allons-y. Et donc la torche des années 40 débarque en plein milieu du combat, envoyée par Agatha Harkness, une sorcière amie des héros, avec les 2 morceaux d'âme manquantes. Parce que Pandemonium en avait déjà trouvé un, plus les 2 gosses, et ben il en manquait 2. Alors d'où viennent ces morceaux d'âme que Pandemonium cherchait depuis des années certainement, et qu'Agatha Harkness, une sorcière puissante certes, mais c'est pas Doctor Strange non plus, a trouvé en 15 secondes chrono? Eh bien je pense qu'on aura le nom de l'assassin Kennedy avant d'avoir la réponse à cette question. Pandemonium récupère toute son âme, mais il est aspiré par le trou dans son bide. Parce qu'en fait, c'est une fan de Mephisto qui s'est servi de lui pour récupérer son pouvoir dispersé suite à un combat. Pandemonium pensait chercher son âme, et en fait, il cherchait l'énergie de Mephisto. Ouais, il voulait pas perdre son temps avec ça. Hein. Peut-être qu'il était trop occupé avec les accidents de la route, qui ont augmenté de 27% cette année-là. Ça fait du boulot, l'air de rien. Et finalement, les Vengeurs de la Côte Ouest se retrouvent face au Maître des Enfers au maximum de son pouvoir. Autant dire qu'ils n'ont aucune chance. Et donc, comme d'habitude, ils vont être sauvés par quelqu'un d'autre. John Byrne y respecte tous les codes. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Agatha Harkness. Alors, être sauvé par une mamie qui a déjà un pied dans la tombe, un pied et certainement sa poitrine en gants de toilette avec l'âge qui doit toucher le sol. Alors déjà, c'est pas super glorieux, mais en plus de la façon dont ils s'en sortent, c'est horrible. Vous vous souvenez là quand je vous ai dit que Wanda la sorcière rouge elle avait fait ses enfants par magie? Eh bien mamie Agatha, elle annule le sortilège en effaçant les enfants de la mémoire de Wanda. Comme ça Mephisto il perd 2/5 de ses pouvoirs et il se casse. Ah bah la vieille elle te fait disparaître les enfants, ok elle aime, hein, rien à faire, hein. Même du trou il serait choqué. N'empêche que, vous savez la sorcière rouge là dans les New Avengers de Bendis qui pète à câble et qui décime tout le monde? Eh bah tout ça, ça vient de là, des Vengeurs de la Côte Ouest. Comme quoi, à l'époque c'était un peu con-con, mais ils ont servi à quelque chose ces épisodes. Et on arrive sur la fin du run de John Byrne. Une fin un peu bizarre. Mais en quoi c'est un peu bizarre? Ça aurait tellement pu bien finir cette histoire avec John Byrne et les Vengeurs de la Côte Ouest. En effet, nos héros sont embarqués dans le crossover Acte de Vengeance, l'event énorme de l'année 90 qui se répercute sur presque toutes les séries Marvel. C'est quoi le principe d'Acte de Vengeance? Loki rassemble tous les gros méchants de la planète. Comme d'hab, je vous fais la version courte et à ma sauce, parce que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Et le plan de Loki consiste à attaquer un héros par un adversaire inhabituel. C'est clair? Bon, par exemple, Magneto ne s'attaque pas aux X-Men, mais à Spider-Man, yeah! Le Mandarin ne s'attaque pas à Iron Man, mais aux X-Men, yeah! Les Vengeurs de la Côte Ouest vont peut-être avoir un adversaire digne de ce nom, et techniquement, ça pourrait être... Motherfucking Fatalis! Non, j'ai trop hâte de les voir se battre contre eux. Il faut... Évidemment, des méchants de seconde zone. Je sais même pas qui c'est. Pas la peine de mettre un commentaire sous la vidéo, je veux même pas savoir. Bon, l'adversaire suivant, c'est l'homme taupe. C'est pas glorieux non plus, Mais au moins, Byrne se fait plaisir en dessinant des monstres géants. Non, franchement, sur cet épisode, il est au top. La bonne nouvelle pour les Vengeurs de la Côte Ouest, c'est que le final de ce crossover aura lieu dans leur page. On peut dire que cet épisode est un peu leur moment de gloire, quand on y pense. Alors non, c'est pas eux qui vont battre Loki, attends, tu rigoles, j'espère. Mais voir Thor faire une crevasse avec son marteau pour faire tomber Loki dedans et refermer ça avec ses 2 mains comme moi je ferme ma chemise, ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça que je lis des comics. Mais elle est pas bizarre la fin du run de John Byrne? Non mais attends, il reste encore quelques épisodes. Quoi, j'ai pas d'amis, c'est pas de ma faute. Et que se passe-t-il dans ces ultimes numéros? Magneto profite de la faiblesse mentale de la sorcière rouge. Elle a perdu ses gosses et son mari,
Et puis elle a été possédée par un truc qui vivait à l'époque des dinosaures avec des petites souris. J'ai pas tout compris à cette histoire, mais bon, quand même, ça doit être traumatisant, non? Et Magneto fait basculer Et Magneto fait basculer Wanda du côté obscur. En plus de foutre une raclée à ses anciens collègues, elle ira jusqu'à faire un touche zizi non consenti avec Wonder Man. Bon, on va pas trop s'apesantir là-dessus parce que j'en avais déjà parlé sur un rétro comics sur les viols et les abus sexuels. Je vous mettrai un lien ici si j'y arrive. Vous me direz si c'est bien parce que je l'ai pas revu depuis sa sortie, ça doit piquer les yeux je pense. Bref, Magneto, l'un des plus puissants mutants de l'univers Marvel, et Wanda, une sorcière surpuissante, décident de s'unir. Le long du grand Pacifique. Voilà. Ah, ça fait bizarre, hein, je vous l'avais dit, hein. Mais voilà, le run de John Byrne, c'est pareil, il a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de son histoire. D'après ce que j'ai compris, il aurait été mis de côté à cause de son délire sexuel avec Wonder Man et la sorcière rouge. Mais avant ça, quand Steve Englehart était au scénario juste avant John Byrne, il y a eu aussi un truc comme ça avec Oiseau Moqueur, et il a pas été obligé d'arrêter la série. Je sais pas ce qui pourrait justifier... Oui, ah si, elle avait les jambes un petit peu en l'air quand même, hein, elle l'a un petit peu cherché, hein, hein, coquine, va mettre un pantalon. Non mais sérieusement, j'ai pas d'explication. En tout cas, c'est la fin de ce rétro comics. Comme d'habitude, j'ai beaucoup trollé. Après tout, on se moque bien des films qu'on aime bien et des jeux vidéo qu'on aime bien. Pourquoi pas les comics? Et puis les Vengeurs de la Côte Ouest, c'est un peu comme un gros gâteau au caca avec quelques cerises dessus. T'as tout le temps envie de vomir quand tu te tapes ce truc, et puis des fois tu vas tomber sur une cerise et tu vas te faire plaisir. Les cerises c'est bon, c'est sucré, les gamins peuvent s'étouffer avec le noyau, non franchement tu peux pas dire du mal des cerises. Et bien ce run de John Byrne, c'est la plus grosse cerise sur ce gâteau au caca. J'irais même jusqu'à dire que c'est la dernière cerise, mais on verra ça dans un prochain rétro comics. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce fut comme d'habitude un plaisir. Je vous souhaite de bonnes vacances. Oui, je sais, on n'est pas tous en vacances, même moi je suis pas en vacances, mais bon, voilà, il fait beau, il fait chaud, on est bien, et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Vengeurs, dispersion!